que c'est pas une question de pureté, mais en tout cas une relation épanouissante, saine, naturelle à la sexualité. Moi, j'ai une lecture de ça où je pense que ça sert des intérêts de beaucoup de monde, des intérêts économiques, des intérêts politiques, parce qu'un citoyen, comme je le disais, qu'on maintient dans cette position, c'est un citoyen aussi qui se préoccupe moins d'autres droits qu'il pourrait défendre, parce qu'il a déjà ça, il doit se préoccuper de ça, et quand vous n'avez même pas la possibilité de partager un moment d'intimité avec quelqu'un, rien que la question du lieu, se retrouver quelque part avec quelqu'un, partager un moment d'amour, un moment de tendresse avec quelqu'un dans un espace, vous ne pouvez pas le faire dans l'espace public, alors où? Et si vous n'avez pas les moyens, comment vous faites? Vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, vous pouvez pas... Donc tout ça, c'est des questions qui occupent énormément de votre temps et qui vous empêchent de vous occuper aussi peut-être de défendre d'autres droits, et dire enfin que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la dualité aussi qui traverse ces sociétés, avec une très grande aspiration d'une certaine façon à la modernité, ou en tout cas des modes de vie qui sont assimilés aujourd'hui à la modernité, ou en tout cas à l'Occident, etc., qui sont assimilés à ça, je ne dis pas qu'ils le sont, et d'autre part quand même des formes de recul ou de retrait aussi liées aux traditions, la volonté de garder aussi une certaine mainmise sur le corps, en particulier sur le corps des femmes. Moi, quand par exemple j'ai donné 2-3 fois des conférences qui ont commencé là-dessus en disant « moi je suis pour la dépénalisation des relations hors mariage », en 5 minutes, les gens se lèvent en me disant bah, « vous défendez l'homosexualité, vous voulez que tous les Marocains deviennent homosexuels ». Tout de suite, si vous voulez, vous ouvrez une porte, les gens, pour eux, tout va s'écrouler. Et ça va être la débandade, et vous, en fait, vous êtes un agent de l'Occident, ce que vous défendez, c'est un modèle occidental. Eux, ils peuvent faire ça chez eux s'ils veulent, mais pas de ça chez nous. Et c'est marrant de voir, il y a une étude américaine qui est sortie, une étude de sociologie justement, qui montre que le plus grand écart de vue, d'opinion entre le monde occidental et le monde arabo-musulman n'est pas sur les valeurs démocratiques ou sur les valeurs politiques, mais sur les valeurs liées à la sexualité. Pour le monde arabo-musulman, l'Occident est lié au dévergondage, à la libération des mœurs, aux femmes complètement libres et trop libres, etc. Vous parlez d'Occident, très rapidement, vous allez arriver à cette conversation, et l'homosexualité, etc. Donc, il faut rétablir la mesure, et c'est ça qui est très difficile. Trouver la bonne mesure. Justement, c'est intéressant parce que pour faire suivre écho à cette affirmation, cette étude sociologique, il y avait une période dans l'histoire de l'Occident, entre la relation Orient-Occident, c'est ce qu'on appelait où c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que voilà, donc ici, là, serait bien. Voilà, exactement, notamment pour la question de l'homosexualité, où quand elle n'était pas acceptable en Occident, on disait voilà les éphèbes, la culture de l'éphèbe chez les arabo-musulmans, voilà, donc c'est barbare. Pour le coup, quasiment totalement inversé. Inversé, voilà, c'est ça. Donc ça bouge. Donc, j'allais dire, tant mieux ou tant pis, mais il y a des choses qui bougent. Donc c'est intéressant, du moins, c'est pas fixé, c'est pas figé, ce n'est pas inscrit dans les gènes, ça c'est sûr. Voilà, donc pour ceux qui doutaient, il y a des preuves historiques. Pour la question de recul ou avancé, enfin, du moins, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'homosexualité, justement, au Maghreb. Donc, les lois officielles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans les 3 pays du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, l'homosexualité est officiellement punie dans le code pénal. Après, peut-être il y a une particularité du Maroc, j'ai l'impression que c'est plus médiatisé, plus visible, contrairement à un petit peu aussi la Tunisie depuis la Révolution, beaucoup moins l'Algérie. Très peu d'affaires en réalité, enfin les gens baisent, je vais dire, voilà, c'est... je ne parlerai pas d'hypocrisie, ou alors je préciserai quel type d'hypocrisie. Voilà, je vais engager un petit peu le débat dans ce sens-là, parce que ça peut être aussi, je parle pour les personnes concernées, hein, notamment les personnes homosexuelles, qui trouvent des stratégies tacites, c'est-à-dire parce que s'ils affirment c'est la mort, enfin voilà, sociale. Oui, l'hypocrisie, j'en parlais plus pour les hétérosexuels, hein, parce que chez les homosexuels, c'est plus de la survie, c'est voilà, pas la question de l'hypocrisie. Mais voilà, chez les hétérosexuels qui
par ailleurs peuvent vous dire dans les salons, vous raconter toute leur vie sexuelle et qui vont après au bureau jouer les saintes MeToo. C'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà, non mais parce que sexe et mensonge, hypocrisie, comme ça. Non, le mensonge, c'est le mensonge d'État. Voilà, c'est ça. Oui, c'est important, ça peut pas, je savais que c'est ce que vous pensiez, mais pour le... C'est le préciser. Vous avez totalement raison. Et donc pour la question, est-ce que recul avancé, paradoxalement, donc... Alors, dans l'histoire, plus on affirme les droits et l'existence, et les choses vont avancer. Paradoxalement, lorsqu'on les pose sur la voie, sur la scène publique, c'est qu'on va être amené à prendre beaucoup plus de risques. Donc, quel équilibre trouver entre ce type d'affirmation, c'est-à-dire de porter, donc il y a des militants homosexuels qui sont pour la dépénalisation et qui s'affirment, enfin qui tentent de s'affirmer en tant que tels. Donc les associations clairement homosexuelles ne peuvent pas être agréées, enfin juste par rapport au code pénal. Il y a des collectifs donc, qui existent, Internet fait très bien son travail, mais ils prennent beaucoup de risques. Voilà. Donc c'est à la fois se visibiliser et avoir ce type de discours, c'est une maladie occidentale, c'est une question occidentale importée chez nous, ou alors être dans le silence, et là c'est vivre sa vie, certes, mais voilà, avec toutes les problématiques liées jusqu'à quand, parce qu'il y aura un moment où la contrainte au mariage hétérosexuel s'impose. Je parle là de la question homosexuelle. Voilà, donc c'est complexe, voilà, vous me l'avez bien expliqué, donc la complexité c'est pas binaire, c'est pas manichéen, mais je pense, enfin, il y a de l'espoir. Moi, je dis, c'est pas parce qu'elle est là, mais des personnes comme Laïda Slimani aujourd'hui sur la scène, d'avoir donc un prix de concours et de porter cette parole-là est très importante. Je pense que au-delà du travail sociologique, la littérature, l'art en général est une bonne alternative pour le monde arabo-musulman, le Maghreb notamment. Les choses, elles avancent, c'est des révolutions silencieuses. Voilà. Oui, puis moi, je suis là pour continuer dans votre sens, ce qui me donne de l'espoir, c'est la jeunesse. Quand je parle avec les jeunes Marocains, quand ils viennent me voir après les manifestations, qu'ils viennent me parler, ils vous disent oh, ça fait du bien d'entendre. Peut-être je ne suis pas d'accord avec toi, mais au moins, toi, tu dis les choses. Et ce que tu penses, tu le dis. Et je pense que la jeunesse aussi, elle est épuisée de 30 ans, 40 ans, 50 ans de langue de bois, de gens qui se sont placés au-dessus d'eux pour leur expliquer la vie et qui en fait font le contraire de ce qu'ils disent, dont ils savent très bien qu'ils sont beaucoup plus corrompus, beaucoup plus hypocrites, beaucoup plus, qu'ils ont une vie beaucoup plus dissolue qu'ils ne le prétendent. Et les jeunes sont fatigués de ça. Ils peuvent être conservateurs, mais ils respectent en tout cas les gens qui sont cohérents. Et les gens qui leur disent, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas envie... Ça peut être n'importe quoi, de me voiler, je ne suis pas très pratiquante sur le plan religieux et tout. Je peux dire, bah oui, moi c'est l'inverse, moi je suis très pratiquant, je ne bois pas d'alcool et tout, mais au moins toi, tu dis ce que tu veux. Et je crois qu'aussi les sociétés, en tout cas dans les sociétés maghrébines, pour avoir fait beaucoup de reportages là-dessus, il y a chez la jeunesse la recherche d'une parole qui soit en tout cas une parole vraie. Qui peut être choquante ou quoi, mais qui est une parole cohérente et vraie. Et ça, pour moi, c'est très positif parce que c'est le signe qu'on a envie d'avancer vers quelque chose et qu'on peut construire, en tout cas, le début d'un débat. Et des choses qui, pour partie et pour beaucoup, peuvent être aussi transposables bien ailleurs que la zone géographique dont on parle. D'où l'idée d'universalité aussi qu'on retrouve. On va peut-être prendre quelques questions, des remarques ou du public présent. Si les gens souhaitent poser des questions, c'est maintenant. J'avais lu des reportages sur les femmes en Iran, qui effectivement, quand il y a la virginité d'une personne hors du mariage, on a un risque énorme que cette personne-là n'arrive plus à vivre. Et la famille ne l'accepte pas au moment du mariage, on va être dans la virginité ou des choses comme ça. Est-ce que c'est la même chose au Maghreb? Au Maroc, c'est le cas. Moi, il y a une femme qui témoigne dans mon livre, qui est médecin. Gynécologue dans un petit patelin du Maroc, dans la région d'Agadir.
C'est une femme qui venait de Rabat, qui venait d'un milieu plutôt, enfin classe moyenne supérieure, pas très riche, mais voilà, assez confortable. Une femme qui avait une éducation assez ouverte et tout, et qui se retrouve dans ce patelin, donc dans un hôpital interne en gynécologie, et qui découvre un Maroc en réalité, dont elle se rend compte en réalité qu'elle ne le connaissait pas. Et elle se retrouve un matin avec une famille qui arrive à 7h du matin peut-être, pour faire, alors elle m'a dit le terme médical dont je ne me souviens plus, mais il devait diagnostiquer la virginité, c'est-à-dire elle s'était mariée dans la nuit et elle devait faire un papier disant que c'était une défloration précoce ou je ne sais pas, enfin qu'elle venait de se faire déflorer. Et l'homme médecin qui était avec elle a pris les choses très très au sérieux en lui disant on va aller, on va consulter, on va regarder, etc. Et puis il était vraiment très pointilleux et elle me dit, mais pour moi il était évident que j'allais faire le certificat de toute façon. Enfin, il y avait les familles qui étaient derrière, je n'allais certainement pas, je veux dire, on ne sait pas ce qui est arrivé à cette fille, puis en plus parfois ça n'a absolument rien à voir, enfin la défloration n'a rien à voir avec ça. Et donc elle était extrêmement choquée par ça, mais effectivement il y a encore des régions où ce genre de choses se font. Et la question de la virginité, il y a beaucoup de femmes qui me disaient par exemple, moi j'ai des relations sexuelles avec des hommes, je suis restée avec un homme 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis au bout de 4 ans, 5 ans, il me dit, tu sais je t'aime beaucoup, je suis très attachée à toi, mais je ne t'épouserai jamais. Mais pourquoi ? Parce que moi je poserai une vierge. Et elle lui dit, mais en fait, toi-même, tu couches avec moi. Mais il y a cette espèce de dualité, et elle m'a dit, j'ai parlé avec lui, j'ai essayé quand même de lui faire comprendre que ce qu'il me disait, c'était complètement dingue, absurde, paradoxal, et pourtant, lui, il lui disait, toi non plus, tu n'es pas tolérante, moi j'ai le droit aussi d'avoir ma vision des choses, qui est que, il y a des femmes pour certaines choses, et donc si vous voulez, les hommes, on pourrait dire que les hommes ils peuvent commander à la carte, quoi, ils ont la carte, et puis les femmes elles ont un seul menu, quoi. Si vous voulez faire une métaphore comme ça, les femmes elles n'ont pas d'autre choix. Mais d'ailleurs les hommes, vous entendez comme ils disent quand une femme elle a perdu sa virginité, elle est gâchée, il y a quelque chose qui est cassé, qui est sur le marché d'une certaine façon. Une fois que la virginité est perdue, c'est très compliqué. Et il y a des femmes qui au début elles se libèrent. Moi c'est ça qui m'a fait le plus de peine peut-être, de sentir des femmes qui se sont beaucoup émancipées, qui se sont affranchies et tout, et puis qui à 35 ans ne sont toujours pas mariées, et qui commencent à regretter, à remettre en cause, à dire pourquoi j'ai fait ça, et maintenant dans le quartier les gens le savent, et parce que bon, une fois que vous avez perdu votre virginité, les gens commencent à le dire, les gens commencent à parler, puis lui il dit que... Et de les voir comme ça, finalement, regretter une liberté qu'elles avaient prise au départ et qu'elles avaient assumée, ça souvent, ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. J'avais beaucoup de compassion pour la difficulté que ressentaient ces femmes. Est-ce que vous avez un diagnostic à poser sur une telle attitude ? Non, parce que moi je pose pas des diagnostics, non. Disons que non, c'est-à-dire que moi je n'ai que le sentiment que j'ai vis-à-vis de ça. Je n'ai que des sentiments, je n'ai pas de diagnostic. Je pense qu'il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des sociologues, voilà, qui sont là pour faire leur travail. Moi je reste dans mon domaine qui est plutôt celui de raconter le parcours de ces âmes, de dire ce qu'elles m'ont dit. Et après aussi, justement, je pense que c'est bien de faire des pauses dans le jugement, des pauses dans le diagnostic, d'être dans autre chose et d'offrir à ces femmes autre chose que de les diagnostiquer. De la société. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est bien aussi de laisser ça en suspens et de simplement restituer des sentiments qu'elles ont. Si je puis me permettre de vous répondre, je vais répondre en tant que médecin psychiatre et psychanalyste qui a beaucoup écrit sur les femmes. Alors, les femmes très souvent font faire des certificats de virginité. Ça s'appelle comme ça. Et très souvent, dans le mariage, avant le mariage, il est stipulé que la jeune fille, au minimum, donc est vierge et a son certificat avec elle. Alors derrière cela, il y a beaucoup de problèmes de relations entre hommes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est plus vierge est entrée en contact avec un autre homme et que donc elle met les hommes en situation d'homosexualité. Et cette mise en homosexualité entre les hommes est intolérable
à plusieurs vues, parce que très très souvent, et justement, il y a beaucoup, cette contrainte à l'homosexualité fait qu'un certain nombre d'homosexuels et de lesbiennes sont mariés de force. Aujourd'hui, ils ont même trouvé autre chose, c'est de vivre avec l'amant en étant mariés tous les deux sous le même toit. C'est un cas que j'ai eu. Et par rapport à cette chose atroce qu'est le fait de prendre par exemple une petite fille de 12 ans et de lui faire subir un certificat de virginité, pour moi c'est quasiment un crime contre l'humanité. Et ça arrive très souvent. Et je ne connais pas de médecin au Maroc, et ça c'est extrêmement grave, et au Maghreb, qui refuse de faire ce certificat. Parce que le corps d'une femme, ce n'est pas une bête. Ceci devrait être abrogé. Et personne n'a encore posé cette question où c'est une affirmation. La société est bien malade. Elle est très malade. La société est affreusement malade. Et en plus, je voudrais aussi parler des cas d'agénésie de la membrane qui représente la virginité. Cette membrane qui peut être multiperforée, qui peut être intacte et tellement parfois cartilagineuse qu'il faille l'ouvrir chirurgicalement. Et il y a des cas de pure agénésie. Et ces femmes, donc, sont répudiées ou même tuées dans les crimes d'honneur au Moyen-Orient. Et ce n'est ni une, ni deux, ni trois femmes, ce sont des vies entières qui ont été sacrifiées à cette histoire de culte de la virginité dans le monde arabo-musulman. Il arrive aussi qu'elles ne saignent pas dans ce qu'on appelle la membrane complaisante, le vagin complaisant, et ce sont des vies qui sont totalement détruites. Et pour continuer sur ce que disait Leïla, un homme gâche 1 à 10 femmes dans sa vie. Je dis bien gâche, c'est-à-dire que toutes celles qui ont servi pour le plaisir sont impitoyablement rejetées, et puis il y en a une qui va être sacralisée, qui va être celle qui, en fait, perpétue le nom, le lignage qui permet au patriarcat de se survivre. Je voudrais aussi témoigner que notre ministre de la Justice est bigame, qu'il y a eu plusieurs scandales dans ce gouvernement fait islamiste, que nous sommes encore une fois pour 5 ans sous gouvernement islamiste, et que tant que les choses sont comme ça, rien ne va changer. Le problème, c'est qu'il y a une islamisation féroce actuelle de la société, et marocaine, et je pense maghrébine et arabe. De mon point de vue, je pense qu'il existe une hypocrisie certaine concernant l'homosexualité, notamment l'homosexualité masculine dans les sociétés arabo-musulmanes, puisqu'il y a une différence de perception entre l'homosexuel actif et l'homosexuel passif, dans le sens où beaucoup estiment que l'homosexuel actif, donc celui qui pénètre, n'est pas homosexuel en soi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que ces sociétés soient un peu plus, comment dirais-je, un peu plus libertaires, un peu moins liberticides sur ce fait-là? Parce qu'il est clair qu'il est question d'hypocrisie, clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer des sociétés? Ça, c'est tout un programme. Donc, il faut commencer. Je pense que, voilà, aujourd'hui, on est dans un pays qui s'appelle la France, qui a réussi à avoir un certain nombre d'acquis, même s'ils sont souvent remis en cause. Donc, c'est des révolutions. Ce sont des révolutions. Donc, est-ce qu'il faut des révolutions? Donc, maintenant, on parle qui est un petit peu à la mode, mais qui provoque les résultats, c'est-à-dire une révolution, un changement de régime totalitaire par d'autres régimes totalitaires, c'est-à-dire de changer donc la dictature par une dictature islamiste, pas islamiste, pour les homosexuels, la peste ou le choléra. Donc, changer des sociétés, je ne suis pas, même sociologue, on n'est pas capable
il y a de l'espoir, voilà, il y a des initiatives, il y a Abdallah Attaya qui s'est affiché, qui s'est affirmé, c'est l'un des rares, c'est l'une des rares paroles. Voilà, ça lui, c'est pas lui en tant que personne, c'est sa parole, c'est ce courage de porter cette parole publiquement, et ça fait avancer, on ne le sent pas, voilà, parce que c'est pas un tremblement de terre qui fait ébranler, qui va révolutionner, comme ça. Mais on y croit, parce que sinon, moi personnellement, je ne ferais pas ce travail. Il y a de la jeunesse en plus, voilà. Je confirme, il y a des choses, même mon terrain de recherche, certes, il est sur le terrain de l'immigration en France. Même à ce niveau-là, avec toutes les difficultés de vouloir garder le lien, c'est ce que j'ai appelé la loyauté filiale, c'est-à-dire de ne pas abandonner ses parents, donc souvent immigrés, ouvriers, la classe populaire, et le fait d'être homosexuel peut être très difficile à trouver un équilibre entre une certaine homosexualité pour la France républicaine, dans la France républicaine, et des parents eux-mêmes relégués. Ils arrivent à trouver un équilibre à la fois pour être homosexuel et de demeurer fils d'immigrés, fille d'immigrés. Donc tout cet équilibre-là, c'est très difficile. Mais ils arrivent quand même à continuer à exister. Et ça, on ne le voit pas, vous ne voyez pas. Moi, je l'ai eu, les échos, leurs témoignages. Ils existent à leur façon. Et c'est très important de voir, de ne pas avoir ce regard ethnocentré, c'est-à-dire avec un seul angle, d'un seul angle. Et donc la société bouge. Ça, les sociétés bougent. Elles bougent certes doucement. Le Maghreb n'est pas la France, n'est pas l'Occident, c'est des parcours, des destins différents, mais je persiste, ça viendra. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement complexe, très contradictoire. Il y a des gens, d'abord, très courageux. On parlait de Abdallah, c'est quelqu'un qui a quand même effectivement assumé aux yeux de tous. Et je ne le dis pas simplement comme un acte de panache, de bravade, de courage, mais quelqu'un qui dit, comme je disais tout à l'heure, une parole qui est vraie, qui refuse à un moment ce contrat du mensonge, qui refuse, comme les autres, de dire « Eh ben, pour ne pas vous déranger, je vais faire semblant. » Et puis ce que je vais le faire, je vais le faire. Je crois que ça, et c'est aussi mon atavisme, mon goût, ma vie, ce sont les mots. Moi, je crois beaucoup que c'est par la parole aussi, et par la vérité, par l'attachement justement à une parole vraie, par des gens qui vont crever des abcès, qui vont engager des débats, qui vont refuser à un moment de s'engager dans cette spirale du mensonge. Ça, j'y crois. C'est un pays, et ce sont des pays très paradoxaux, où vous pouvez vous retrouver dans des boîtes de nuit homosexuelles, en plein Casa, à Tanger, que tout le monde connaît, des pays où il y a une prostitution infantile de garçons absolument endémique, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde fait semblant de ne pas le voir et tout. Donc la réalité, elle est là, elle est sous les yeux de tout le monde. Et après, tout le monde détourne le regard parce que ça dérange idéologiquement et tout. Mais je crois que justement, les associations, elles sont très intelligentes. Il y a des très très grands militants associatifs aujourd'hui, des gens qui ont milité pour les FIMER, etc. et qui arrivent à le faire sur le terrain, en mettant en avant, par exemple, les militants de l'avortement, des angles sanitaires, des angles, en sortant de l'idéologie et de la morale. On arrive parfois à sauver des gens, à sauver des vies et à faire parler et à ouvrir des débats. Donc moi je fais aussi confiance à l'intelligence des gens, il ne faut pas les enfermer tous dans ce truc-là. Il y a des gens très intelligents qui nous permettent de nous sortir de ces logiques-là en les contournant. Et voilà, et moi c'est à ces gens que je rends hommage parce qu'eux ils sont sur le terrain tous les jours pour sortir les gosses de la rue, pour sortir les frimères de la misère, pour sortir les homosexuels de la honte. Et ces gens-là, ils bossent quoi, ils sont là et ils vont sauver tous ces parias, et ça c'est essentiel. Ceci dit, si je puis me permettre, et je finirai là-dessus pour pas monopoliser la parole, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au rapport que peuvent avoir les hommes dans ces pays-là par rapport
à la virginité. Moi, je vais vous rassurer tout de suite, ces sociétés-là ne sont pas forcément à pointer du doigt, puisqu'on a exactement le même problème en France. Moi, je suis né en 1981, comme vous. Et c'est vrai que j'ai grandi avec des amis ici de la communauté musulmane qui avaient exactement le même discours, à savoir qu'ils ambitionnaient d'épouser une femme vierge. Pourtant, ils étaient nés en France, on avait fréquenté les mêmes écoles. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la transposition. Ça, c'est l'universalité du patriarcat. Hein. Ça, c'est malheureusement répandu, cette maladie, sur tout le globe. Mais ça, oui, effectivement. Mais ça, vous le retrouverez en Italie, en Espagne, vous le trouvez dans tout le monde méditerranéen, vous le trouvez dans une partie de l'Amérique du Sud, cette obsession pour la vérité. Vous le trouvez chez certaines communautés anglicanes, mais chez certaines communautés anglicanes, des protestants très intégristes aux États-Unis. Donc ça, ce rapport au corps de la femme, il y a une histoire aussi liée au corps de la femme en lui-même. Alors je vais devoir être le méchant personnage qui va couper ces échanges qui commençaient et qui sont passionnants, je trouve. Mais simplement pour prendre, on est contraint par le temps malheureusement, donc on va peut-être prendre quand même quelques minutes pour revenir sur Chanson douce en particulier, sur le prix Goncourt 2016 écrit par Leila Slimani, avant qu'elle puisse se diriger vers l'histoire de Nicasse. Et effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, pour ceux qui s'attendent, pour ceux qui souhaitent ouvrir ce livre en ayant la parole d'une femme franco-marocaine et avoir cette parole-là, ils seront déçus parce que c'est effectivement, c'est pas un livre pour le coup écrit par une femme franco-marocaine ou qui n'aborde pas le sujet dont on aimerait ou dont on s'attendrait qu'elle c'est quand même moi qui l'ai écrit. C'est quand même... Je n'ai pas le doute, parce que ça va faire je confirme, c'est bien une femme et franco-marocaine, mais effectivement pas sur les sujets où on l'attendrait, voilà, qui parle particulièrement des sujets, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Et par contre, qui parle par contre de personnages qui sont très fouillés, c'est ce qu'on se disait dans la voiture en arrivant. Des personnages féminins notamment qui sont très disséqués dans leur complexité, qui sont très fouillés. Et on retrouve aussi quelque chose qui a été évoqué, c'est les différents statuts, les différentes identités de la femme qui sont supposées se conjuguer. Et il y a effectivement un personnage qui est une mère, qui veut aussi travailler, qui du coup fait appel à une nounou qui va endosser quelque part une partie de ce rôle maternel, et ce qui renvoie aussi à une histoire personnelle de cette femme qui est la nounou. Donc c'est des personnages féminins très complexes et très fouillés, avec cette question des statuts à concilier, des statuts de la femme à concilier dans un équilibre qui est toujours assez complexe et subtil. Je ne sais pas si c'est ça une des idées du livre, mais en tout cas c'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup déjà. Oui, l'idée c'était vraiment de raconter le rapport entre ces deux femmes. Et à travers ce rapport qui est, lui, on pourrait dire, il y a quelque chose d'immémorial, il y a quelque chose qui dépasse les époques, qui dépasse même les géographies, dans le rapport entre la mère et celle qui garde l'enfant. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas quelque chose de récent ou de propre à notre époque, loin de là. Dans toutes les sociétés, les femmes ont fait garder leurs enfants, alors pour différentes raisons. Chez les aristocrates, dans les sociétés bourgeoises, chez les femmes riches, elles faisaient garder leurs enfants lorsqu'ils étaient très petits pour pouvoir faire autre chose, soit ça donnait des activités sociales, culturelles, parfois de loisirs, etc. On mettait les enfants en nourrice, souvent les mères ne voyaient pas leurs enfants avant 3, 4, 5, parfois même 6 ans, où ils étaient sevrés par quelqu'un d'autre. Dans les milieux ouvriers aussi, dans les milieux prolétaires aussi, on faisait garder ses enfants. Les femmes allaient, parce que effectivement les femmes n'étaient peut-être pas payées, mais les femmes elles ont toujours travaillé, contrairement à ce qu'on pense souvent. Donc elles faisaient garder leurs enfants par une voisine, par une amie, par quelqu'un. Donc cette idée de déléguer finalement la garde de son enfant à quelqu'un d'autre, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle économique a changé et le contrat qui est passé entre la mère et la nounou est complètement différent. Et donc je voulais vraiment allier les deux, c'est-à-dire à la fois ce vieux rapport étrange qui existe depuis toujours entre la mère et celle qui va garder son enfant,
Et d'autre part, essayer d'analyser véritablement ce qu'aujourd'hui, dans un petit quartier parisien, qui est le 10e arrondissement, qui est un quartier où il y a ce qu'on appelle la gentrification, donc les bobos pour ne pas les nommer, le rapport qu'ils ont avec les nounous, souvent issus de l'immigration, etc. et tout. Donc ça permettait vraiment de relier voilà, deux points de vue, un point de vue plus large et un point de vue au contraire très très réduit, une échelle très réduite. Et alors du coup, c'est ces deux femmes qui se retrouvent autour des enfants. Et il y a certainement des gens qui ont déjà lu le livre, ou d'autres qui vont pas tarder à le faire. Mais au début du livre, justement, cette relation-là entre les deux femmes, elle est directement dévoilée dans ce qui est l'issue en fait, de leur histoire, et qui est un événement assez tragique qui est présenté très frontalement et très... Oh, c'est la première phrase du livre, donc oui, on peut le dire. Du coup, Saïma, tu l'as vu aussi, alors je sais c'était aussi un petit mot peut-être à dire dessus. Alors le titre, donc voilà, je vais dévoiler la chose. Hein. Il ne faut pas vous fier. Non mais moi je sais. Ouais. Donc le décalage, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense. Hein. Le titre, donc et je pense que c'est la force aussi de l'auteur, c'est d'arriver à garder l'équilibre en permanence. Moi, c'est mon sentiment de lectrice, ce décalage énorme entre à la fois la douceur et la violence, entre le personnage où on est tenté d'être, voilà, d'avoir de la sympathie pour la nounou, à la fois dans son statut d'opprimé, hein, dans son statut de nounou, et tout en sachant d'emblée qui est coupable. Donc en permanence, c'est ce fil. Ma thèse s'appelle déséquilibre instable. Voilà, donc on est dedans. Donc et la force aussi, je pense, de l'universalité. Vous avez réalisé un de mes rêves, c'est de voir cette nounou justement d'inverser les rôles. Et ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais je pense que c'est très fort. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialisée de la littérature, mais peut-être que c'est une des premières fois, du moins en France. Donc d'être là dans l'inattendu, d'inverser les rôles, donc de cette Myriam qui se retrouve dans un rapport. En sociologie, c'est pas possible parce que on étudie souvent ce qui domine. Bien sûr, c'est le plus courant. Et donc là, vous réalisez cette tentation de... J'aime la littérature pour ça, et ça sort, et c'est très fort, donc je vous conseille vivement, et même le style, l'écriture, cette écriture à la fois